Bonsoir, messieurs et dames, merci d'être encore une fois des nôtres pour le JDS, journal du dimanche soir. Et comme à l'accoutumée, plusieurs sujets seront abordés dans des domaines aussi divers que variés. Et ce qui marquera l'actualité, c'est bien la question des architectes du Burkina qui veulent repenser les modes de conception des projets bâtis ainsi que le mode de gestion urbain des projets. Architecture et sécurité urbaine, la thématique était au cœur de la 5e édition de la semaine de l'architecte. Nous en ferons d'ailleurs le bilan avec Fabien Ouedraogo, le président de l'Ordre des architectes du Burkina. Et puis économie, nous allons nous intéresser à la visite au lycée technique agricole et dans la même page, nous nous intéressons aussi à l'Organisation mondiale de la santé, la hausse des indices de prix selon la FAO, la colère des commissionnaires en douane agréés sur l'application d'une loi datant de 2008 et là-dessus nous aurons d'ailleurs un invité de la direction des douanes et puis actualité sportive dans ce JDS, journal du dimanche soir. La finale du CHAN se joue en ce moment. Mali-Maroc, la meilleure attaque rencontre la meilleure défense. Décryptage sur ce rendez-vous sportif initié depuis 2009 avec Claude Romba, journaliste sportif. C'est l'ensemble des sujets que nous aurons abordés dans ce JDS. Le premier est pour installer notre premier invité. Nous venons sur l'un des moments forts, celui attendu de cette semaine de l'architecte, qui fut l'inauguration du monument de l'architecte situé au quartier Wemtenga de la ville de Ouagadougou. C'était le 3 février dernier en présence du maire de la ville Armand Bewende et du ministre de l'Habitat, Maître Benewende Stanislas Sankara. Beaucoup de commentaires après, mais nous revenons d'abord sur cette inauguration dans ce reportage. Aujourd'hui encore, par sa toponymie, l'on voit des traces. Et ça fait. Ce rond-point a été baptisé par le maire de la ville de Ouagadougou, place de l'architecte. Il s'agit d'un cristal de béton avec des blocs superposés les uns sur les autres, rétro-éclairés aux couleurs du drapeau national. Ce monument, selon le président de l'Ordre des architectes, symbolise la diversité et la synergie des architectes unis dans l'acte de bâtir, ainsi que la multiplicité des facettes du domaine architectural. Cette œuvre qui se dresse devant vous est le fruit de la réflexion d'étudiants en architecture à travers un concours organisé à l'occasion de la 4e semaine de l'architecte. Et le projet retenu a été revisité pour répondre aux contraintes techniques et financières. Cette œuvre singulière pour le commun des riverains se veut la traduction de la multiplicité des facettes du domaine du bâtiment et de la construction, de la diversité des intervenants qui œuvrent en étroite collaboration, matérialisée par le noyau central qui les lie pour un même objectif, un ouvrage fini. L'ouvrage, qui n'est plus vu de la même manière selon l'angle de vue, vous offre différentes perspectives selon l'axe de la rue que vous allez emprunter. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat signé entre l'Ordre des architectes du Burkina Faso et la mairie de Ouagadougou. Le maire Armand Pierre Bewende a salué cet acte de citoyenneté des architectes burkinabés qui va contribuer à la fluidité de la circulation et à l'embellissement de la ville. Cet édifice qui se dresse devant vous est important à plus d'un titre. Outre son rôle d'embellissement, l'aménagement du rond-point qu'on qualifiait dans le temps le rond-point des pneus va sans doute permettre de fluidifier le trafic routier. C'est pourquoi de telles initiatives hautement citoyennes sont à saluer à leur juste valeur. Une initiative également félicitée par le ministre de l'Habitat et de la Ville, Maître Benewende Stanislas Sankara. Un tel ouvrage qui, au-delà de son symbolisme, va certainement impacter la ville de Ouagadougou. Nous nous réjouissons, nous nous félicitons de l'initiative qui interpelle aussi d'autres bonnes volontés qui pourraient, en partenariat avec la mairie de Ouagadougou ou d'autres villes du Burkina Faso, prendre le bel exemple de l'Ordre des architectes que nous félicitons au passage. La place de l'architecte est située au secteur 23 dans l'arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou, à l'intersection de la rue Mandrounoué et de la rue Wemtenga. Les populations sont donc appelées à prendre soin de ce joyau qui va contribuer à minimiser les risques d'accidents au niveau de ce carrefour. Les Africains disent...
Retour sur le plateau donc, du JDS, Journal du dimanche au soir, pour le premier entretien. Et nous sommes avec Fabien Ouedraogo, il est le président de l'Ordre des architectes du Burkina. Bonsoir Ouedraogo, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous, merci aussi. Une semaine bien chargée. Hein? Oui, exactement. On a vu ce petit élément qui vient de passer là, concernant le fameux rond-point juste à côté, avec ce que vous avez voulu y entreprendre. Et puis il y a eu aussi les commentaires, comme je le disais, en fin de lancement, notamment pour le reportage. Comment est-ce que vous avez pris ces commentaires-là? Déjà, je vous remercie de me donner l'occasion de parler de notre semaine de l'architecte. Alors, je pense que globalement, nous prenons ces commentaires de façon positive. D'accord. Voilà, je pense que on a vraiment apprécié l'engouement et surtout l'interrogation que ça peut susciter de la part des riverains, de la part des Burkinabés de façon générale. Ça suscite une certaine émotion. En tout cas, ça ne laisse personne indifférent. C'est ça. Et dès lors que ça laisse personne indifférent, je pense que l'objectif justement, à travers cette œuvre, l'objectif que nous visions à travers justement ce monument-là, l'objectif est atteint. Voilà. D'accord. Dans tous les cas, sur les réseaux sociaux, on a bien vu que cela a vraiment cristallisé les attentions. Exactement. Revenons à cette semaine-là de façon plus claire. Quel bilan vous en faites justement de cette semaine de l'architecte? Alors, c'est vrai que nous avons clôturé la foire à 16h aujourd'hui. Il faut dire que, avant de dresser, parce que nous allons bien sûr faire un bilan global plus exhaustif, il est globalement satisfaisant. D'accord. Il faut dire qu'avec la crise sanitaire qui prévaut dans le monde et au Burkina Faso, et cette crise sanitaire ayant entraîné une autre qui est économique, il n'était pas du tout évident de pouvoir tenir ce pari d'organiser cette semaine de l'architecte. Donc, je profite donc de l'occasion que vous me donnez pour donc remercier notre ministre de tutelle, remercier également les plus hautes autorités du pays, remercier les sponsors qui ont accepté de relever ce défi avec nous, les partenaires, les exposants, les architectes d'ici et d'ailleurs, parce qu'il y en a quand même qui sont venus d'autres pays, et bien sûr vous aussi, hommes des médias, qui nous ont permis de relayer, de communiquer autour de cette semaine-là. Vous parliez du ministre de l'Habitat, justement, lors de l'une des rencontres, pendant cette semaine-là, il disait ceci, espérer d'abord que des panels, des propositions sortiront, des échanges pour que les populations aient accès à des logements et des bâtiments plus sûrs, résilients, confortables et sécurisants. Vous aviez ces panels-là qui étaient au cœur de cette semaine. Qu'est-ce qui en est sorti dans ce sens-là? Alors, je pense que le ministre nous a demandé de lui reverser le fruit des différentes réflexions. Il y a un comité qui est mis en place pour ça. Ils sont en train de compiler justement les différentes recommandations, parce que ce sont les recommandations que nous allons faire à l'endroit donc du ministère de tutelle. Et ces recommandations-là, nous allons les porter sûrement courant cette semaine-là. D'accord. Voilà. Quand on parle de cette semaine de l'architecte, c'était des journées portes ouvertes, vous aviez l'afterwork, vous aviez en tout cas beaucoup d'initiatives de ce genre-là. Il y a eu le gala avec les différents prix. Restons tout d'abord sur la question des JPO, les journées portes ouvertes, et puis l'afterwork. L'afterwork, c'est pour les entreprises. Quel a été le taux de fréquentation de ces grands rendez-vous-là, et pour le public burkinabé de façon générale, et pour les personnes morales? Alors, je dirais que pour les afterwork, qui visent à permettre à des entreprises de présenter des produits en général autour de 19h, 18h30, 19h, il y a eu pas mal de, visiteurs. Voilà, c'est-à-dire que les entreprises invitent, l'Ordre des architectes invite également des participants. Et des retours que j'ai personnellement eus avec ces sociétés-là qui ont présenté ces produits, les retours sont très satisfaisants. Voilà. Alors, pour ce qui concerne les JPO consistaient à permettre au public de visiter des cabinets d'architecture. Alors, il y a un certain nombre de bureaux qui se sont volontairement proposés. Et les JPO, c'était du 1er au 7. Bon, c'est vrai que le 6 et le 7, ce sont des journées qui ne sont pas ouvrées. Et je pense qu'au début de la semaine, nous allons pouvoir faire le bilan avec ces cabinets-là en termes de retour sur activité. D'accord. Ouais. Et puis, on en vient au gala. C'était aussi un moment fort. Et il y avait des prix, meilleur stand, prix Archiplume, et puis le prix de l'habitat d'urgence. Expliquez-nous un peu, comment d'abord
les uns et les autres ont pu candidater pour compétir, et puis les jurys qui étaient mis en place pour qu'on sache que c'était vraiment scientifique derrière. Tout à fait. Alors, le prix Archiplume que nous avons lancé il y a quelques mois vise à récompenser une œuvre journalistique de toute nature, qui a trait à l'architecture. Donc, c'est une façon de vous permettre de comprendre un peu ce que fait l'architecte, ce que c'est l'architecture de façon générale. Alors, il y a un jury qui a été mis en place, qui était présidé par, si je ne me trompe, Fousseni Kindo, Sawadogo, je pense, si ma mémoire est bonne. D'accord. Voilà. Et ce jury a siégé le samedi passé, avant le début de la semaine. Voilà. Et ce jury a reçu 5 œuvres qu'ils ont analysées suivant des critères qui leur sont propres. Donc il y avait des hommes de médias essentiellement. Voilà. Et puis bien sûr un architecte qui était là pour orienter et puis guider ce jury-là. Et ce jury a primé une œuvre. Et les prix ont été remis ce samedi. En ce qui concerne l'habitat d'urgence, c'est un concours qui a été lancé au sein de l'Ordre des architectes. Vous savez, nous avons des déplacés internes au Burkina, des gens qui quittent justement les régions à cause de l'insécurité. Et ces personnes-là sont logées de façon, disons, très précaire, dans des écoles ou dans des centres qui ne sont vraiment pas appropriés. Alors, vous avez des kits de réfugiés qu'on nous envoie au Burkina, qui viennent de certains pays. Alors la question était de pourquoi ne pas réfléchir à une solution locale qui prend en compte notre culture locale, qui prend en compte des matériaux qui sont localement disponibles et qui prend également la notion de facilité de montage et d'exécution. C'est dans ce sens-là que ce concours a été lancé. Et le jury, qui était composé d'architectes, a sélectionné une œuvre qu'on appelle habituellement l'abri charrette. Voilà, c'est un mobile home, si on peut l'appeler comme ça, qui est composé d'une charrette, de certains éléments qui peuvent se monter facilement en kit. Ce projet a été présenté au ministère de l'Action sociale, au Haut Commissariat aussi aux réfugiés. Ils ont vraiment adhéré à l'initiative. Et donc, il va être amélioré et un prototype va être réalisé. Et en fonction des résultats que nous allons obtenir, il y a de fortes chances que cet habitat d'urgence là puisse être l'habitat burkinabé. Et on ne sait jamais, peut être répandu dans d'autres pays où il y a des crises humanitaires. Ce qui était intéressant, c'est, parlant des JPO, je pense que ceux qui ont pu vous visiter ont compris ce qu'est votre métier, et puis aussi la réalité de votre facturation. Selon, n'est-ce pas, les types de projets, ça revient toujours, quand on discute avec l'architecte. Vous avez pu en convaincre plus d'un à ces JPO-là? Je pense que c'est... Dans notre métier, c'est pas ce que ça coûte, mais c'est la qualité du travail qu'on vous produit. Et un travail de bonne qualité à un certain coût. Et il faut pouvoir convaincre donc le client que vous avez, lui faire comprendre l'ampleur de la tâche qui vous incombe et surtout le bénéfice qu'il aura, parce qu'il aura un projet qui est fonctionnel, qui est efficient, qui est bien maîtrisé en fait. Voilà. Et c'est cette communication-là qu'il faut avoir avec nos clients. Je pense que beaucoup d'architectes ont réussi à convaincre quand même pas mal de visiteurs par rapport à cette réticence sur la tarification des confrères. D'accord. Pour ce 5e rendez-vous JPO, pour les journées que vous avez cette semaine plus tôt, quand on regarde, c'est la sécurité qui est au cœur en termes de thématiques abordées. 6e, à quoi on aura droit? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est très actuel. Tout à fait. Et je pense que le monde de maintenant et de demain, c'est une donnée avec laquelle il faut vivre, ce qui est sûr. Et la thématique se fait toujours en fonction du contexte. D'accord. Voilà. Et notre 6e édition, qu'on espère pouvoir faire en peut-être 2023, selon la thématique et selon l'actualité, nous jugerons du thème qu'il faut donner. Vous ne serez plus là, vous? Non, moi, mon mandat finit dans quelques mois. D'accord. Voilà. Bon, merci bien encore d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir, oui. Je rappelle que vous êtes Fabien Ouedraogo, président de l'Ordre des architectes du Burkina. On va poursuivre ce JDS, journal dimanche au soir, avec une autre page, c'est celle économique.
Pour ouvrir cette page, un premier reportage que nous allons vous proposer, cela concerne le ministre de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, qui a visité hier samedi, donc 6 février, le lycée privé technique professionnel agricole situé dans le village de Goundrin, dans la commune de Lumbila. Cette visite a été une occasion pour le ministre d'encourager les apprenants et saluer la vision notamment du promoteur. Le reportage est signé Ami Valiant et la voix de Simon Wessou. Dans sa vision d'accompagner l'entrepreneuriat des jeunes, le ministre Salifou Thiemtouré a visité ce 6 février le lycée technique et professionnel agricole situé dans le village de Goundrin, dans la commune de Lumbila. Ici, les élèves sont formés en théorie et en pratique dans les filières telles que l'agriculture, l'agroalimentaire, l'agroforesterie, élevage et en énergie renouvelable. Quant aux élèves, ils n'ont pas manqué de doléances à l'endroit du ministre de la Jeunesse. Nous sollicitons auprès de votre bienveillance un soutien en équipements divers et en matière d'œuvre pour notre formation pratique dans ce lycée. Nous vous exprimons nos vives préoccupations lorsque nous aurons nos diplômes du BEP agricole, un soutien auprès de votre département pour créer des petites entreprises agricoles dans nos villages. Nous voudrions profiter de votre présence pour solliciter des stages pendant les vacances dans les entreprises agricoles du pays. Après la visite, le ministre de la Jeunesse se dit satisfait car pour lui, cette initiative va contribuer à diminuer le taux de chômage dans le pays et par la même occasion apporter quelques réponses à leurs préoccupations. Je suis venu, j'ai vu et je suis satisfait. Parce que cette initiative-là va participer donc du renforcement de l'employabilité des jeunes, comme je le dis, mais aussi va participer donc à la fixation des jeunes donc dans leur terroir. Parce qu'en fait ici, il s'agit donc de rechercher un peu les potentialités qui existent dans cette localité et de former les jeunes dans ce sens-là. Il y a donc des entreprises, il y a donc des fermes et qui sont autour de Ouagadougou, qui sont au niveau du Burkina, qui peuvent accueillir ces jeunes-là et ou ne serait-ce que donc pour leur premier pas. Il y a aussi qu'au niveau donc du ministère, il y a la possibilité de donner des fonds d'accompagnement à ces jeunes-là. Pour le fondateur de ce lycée, ce sont des mots de remerciement à l'endroit du ministre de la Jeunesse. Il a profité de l'occasion pour étaler à son hôte la vision de ce lycée. La vision du lycée agricole, c'est vraiment de pouvoir résoudre les questions d'emploi, résoudre les questions de chômage dans des domaines où le Burkina Faso a encore un fort potentiel, à savoir l'agriculture et l'élevage. Et donc dans ce sens, nous avons créé ce lycée avec 5 filières. La filière agriculture, et les agroforesterie, agroalimentaire, énergie renouvelable et élevage. Donc nous avons pu mettre en place une formation avec pédagogique en nous inspirant vraiment des référentiels nationaux et nous offrons un BEP en agriculture et en élevage et un bac pro en agriculture et en élevage au bout de 3 ans. Le BEP c'est en 2 ans et le bac pro c'est en 3 ans. Le lycée privé technique et professionnel agriculture est bâti sur une superficie de 2 hectares. Il est composé entre autres de 4 salles de classe, 2 bureaux, un dortoir de 36 lits en plein chantier, une cantine et un biodigesteur. Et pour la première promotion, c'est une 50aine d'élèves formés qui sont attendus. Retour sur ce plateau pour aborder évidemment les questions liées à l'économie et j'ai avec moi celui qui m'aide à piloter donc cette tranche-là, c'est David Nana. Bonsoir David et merci d'être avec nous. Bonsoir Geoffroy, c'est toujours un plaisir. Un plaisir, et puis on vient de voir ce reportage-là qui offre la possibilité de formation dans un secteur qui est celui de l'agriculture. On sait que c'est le secteur qui mobilise pour ce qui est des personnes en âge de travailler. Oui, 80%, ça occupe un peu plus de 80% de la population burkinabé. Et c'est vrai que c'est bien de plus en plus de se professionnaliser parce qu'on y va, mais pas avec beaucoup de professionnalisme. Surtout qu'aujourd'hui, vous venez de recevoir quelqu'un qui parle de l'habitat, on est plus concentré sur se loger, alors qu'on a besoin de terres aussi pour cultiver. On peut faire une certaine rationalité en cultivant sur une petite portion de terre, mais avec de grands rendements. Donc je pense que ce sont des initiatives à saluer. Voilà.
Voilà, des initiatives à saluer. On a un premier sujet qu'on va aborder et pour cela, on a un autre invité avec nous. On va parler de la suspension d'agrément de commissionnaires en douane agréés avec des réformes. On parle de l'UMOA. On va essayer de comprendre un peu de quoi il retourne puisque ça a fait des gorges chaudes à Ouagadougou. Et nous sommes avec un autre invité, c'est Issaka Tapsoba. Il est le chef de service de la communication et des relations publiques de la Direction générale des douanes. Bonsoir. Bonsoir, M. Var. Merci bien, M. Tapsoba, d'être sur ce plateau avec nous. Déjà, moi je vous le laisse alors. Oui. Alors donc moi, M. Tapsoba, tout de suite la question qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a constaté depuis lundi un certain nombre d'entreprises ont vu leur agrément suspendu pour raison de non-acquittement d'une certaine caution. Alors tout de suite, de façon générale, de quoi s'agit-il exactement? Alors avant d'aborder ce sujet, je voudrais vous dire merci pour avoir invité la Direction générale des douanes pour qu'elle puisse s'exprimer sur ce sujet-là, effectivement, qui défraie un peu la chronique ces 2 jours. Et à travers vous, c'est toute l'équipe de True TV que nous saluons, que nous disons merci. Alors, pour ce sujet, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On a parlé de nouvelles dispositions de la CEDEAO. Il n'en est rien, c'est pas juste. Parce que en réalité, je vais apporter ce correctif-là. Si vous avez remarqué, nous avons écrit, nous avons publié sur notre page pour apporter des éléments de réponse par rapport à ce sujet-là. Et vous avez dû remarquer qu'il s'agit plutôt du règlement 10 de l'UMOA qui a été adopté en 2008. Voilà. Et ce règlement a été internalisé chez nous à travers un arrêté conjoint du ministère en charge de l'économie et des finances et du ministère du commerce. Et là, c'était en 2009. Voilà. 2009. Donc, maintenant, par rapport à la suspension, vous savez que normalement, la douane est chargée quand même d'appliquer la réglementation, d'appliquer la loi. Elle est chargée, effectivement, de faire aussi appliquer la loi par les autres, tels que les commissionnaires en douane agréés avec lesquels, effectivement, ils travaillent. Donc, c'est dans ce sens-là, puisque la caution, elle est annuelle. La caution est annuelle, le crédit d'enlèvement est annuel. Ils savent bien, en souscrivant, qu'ils doivent effectivement respecter leurs engagements, puisque ça fait partie des conditions d'obtention de l'agrément. C'est pas une chose nouvelle. Et comme vous le voyez, c'est des choses qui datent de 2008-2009, donc c'est pas nouveau. Donc c'est quand même étonnant que effectivement les gens veulent faire croire que c'est de nouvelles mesures. À un moment donné, il faut s'arrêter et quand même appeler les gens à respecter la réglementation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il faut savoir que le 7 septembre 2020, monsieur le directeur général des douanes a pris un avis de rappel. Comme vous savez, comme je l'ai dit, c'est des anciens textes qui doivent être appliqués. Et cet avis de rappel, effectivement, invitait les commissionnaires en douane agréés à se mettre en règle avant le 1er novembre. Et les commissionnaires en douane agréés par le canal de leur association, leur fêtière, l'association professionnelle des transitaires et des commissionnaires en douane agréés, a bien voulu rencontrer la direction générale des douanes pour échanger et voir s'il était possible effectivement de repousser ce délai-là jusqu'au 1er février, puisque effectivement l'administration des douanes a bien voulu effectivement les écouter. Ils ont eu une rencontre le 28 octobre 2020, rencontre au cours de laquelle effectivement ils ont proposé la date du 1er février. Monsieur le directeur général des douanes, après le premier avis, qui d'ailleurs a fait l'objet de publication, a été diffusé dans les offices. Vous savez que les commissionnaires en douane agréés, leur lieu d'excellence d'activité, c'est les offices. C'est au niveau des offices qui déposent les déclarations. Et au-delà de cela, ça fait l'objet de publication même dans la presse. Voilà, le premier avis a été publié à travers le numéro 360 du journal L'Économiste du Faso. Alors, donc, après cela, quand ils se sont retrouvés et ils ont proposé la date du 1er février, et la direction générale des douanes a bien voulu effectivement les écouter et accepter. Donc, de commun accord, effectivement. Donc, la date du 1er février, c'est les commissionnaires qui l'ont proposé. Exactement. Voilà. Parce qu'ils ont eu une délégation qui a été conduite par le président de la PTCDA, BF, l'association dont j'ai parlé tantôt. Donc, ça va nous étonner qu'aujourd'hui, on dise autre chose. Et dès le 30, le directeur général des douanes a pris un nouvel avis pour formaliser cet engagement qu'ils ont pris de commun accord. Et pour préciser que effectivement ce délai est de rigueur. Alors donc, effectivement, c'est tout à fait normal qu'à partir du 1er février, la direction générale procède à la suspension pour amener les uns et les autres à respecter la réglementation. Du reste, comme je l'ai dit, je termine. Terminé. Voilà. Du reste, comme je l'ai dit, le commissionnaire en douane agréé
en souscrivant à ces engagements, savait bien sûr qu'il devait en tout cas les respecter. Puisque quand vous demandez votre agrément, vous savez qu'effectivement, vous devez honorer vos engagements. Donc, si vous ne respectez pas, c'est tout à fait normal que la Direction générale des douanes vous suspende le temps que vous vous mettiez en tout cas en règle. On va d'abord rappeler donc ces engagements justement, parce qu'on parle de caution et d'autres éléments. De quoi s'agit-il? Et puis, cette mesure, pourquoi? Même si c'est l'espace du mois. Oui, la caution, comme vous savez, je vais vous prendre un exemple banal pour que les gens comprennent. Vous savez, quand vous partez en banque, par exemple, pour prendre un prêt, il y a des garanties. Vous savez que ces gens sont appelés à travailler avec la douane. Ils sont appelés à payer des droits. Ils sont appelés à payer des amendes en cas de non-respect de la réglementation. La caution, c'est quoi? La caution, c'est un aval d'une institution financière qui se porte garant au cas où, effectivement, la réglementation ne sera pas respectée. Au cas où vous aurez du mal à payer, à honorer vos engagements. Parce qu'il peut arriver que soit le commissionnaire en douane agréé il est défaillant, peut-être que l'opérateur qui l'approche est défaillant, et en ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait pour garantir les droits à payer pour le budget de l'État? C'est dans ce sens. Pour ce qui est du crédit d'enlèvement, c'est des mesures de facilitation. Puisque si vous avez un crédit d'enlèvement, vous n'avez pas besoin d'envoyer de la liquidité en douane pour faire passer vos déclarations. Donc, c'est des mesures, en tout cas de facilitation. Et la tendance actuellement, c'est la modernisation des services de façon générale et des mesures de facilitation de façon particulière. Donc, nous voulons tout simplement rappeler que ces mesures-là, en tout cas, ce sont des mesures de modernisation et que tout le monde a accepté de marcher au pas. Alors, pour ceux qui ont suivi les informations à travers notre page, il y a un qui a commenté et qui a dit que, par exemple, dans la zone CEMAC, ils sont à 120 millions. Alors, donc, 75 millions, d'autant plus que cet argent, ce n'est pas de la liquidité qu'on vous demande de débourser, de vendre. Parce qu'il faut rappeler aussi que dans la disposition, ce qu'on a pu voir, l'UEMOA proposait que ça ne soit pas inférieur à 25 millions. C'est le minimum. Donc, on est même resté dans le minimum. Puisque le règlement, je vous ai dit que ça a été internalisé à travers l'arrêté de 2009, qui a dit que c'est le minimum. Et quand vous regardez ce minimum-là, regardez les 50 millions. Prenons un commissionnaire en douane agréé ou un opérateur qui a fait l'objet de contrôle, d'accord, à travers des déclarations. Généralement, nos contrôles, c'est sur 3 ans. Vous prenez les 50 millions. Et vous savez que généralement, quand on fait le contrôle chez nous, la plupart du temps, les montants des droits compromis et des amendes sont élevés. Alors, vraiment, c'est le juste minimum pour pouvoir garantir le paiement de ces droits et taxes et éventuellement, bien sûr, des amendes. Prenez les 50 millions sur 3, vous aurez autour de 16 millions et quelques. Et quand vous allez aller jusqu'au mois, vous aurez 1 million et quelques par mois. Bon, pour des gens qui sont censés faire de l'argent, peut-être petite précision, vous êtes en train de nous dire que ces 50 millions qu'on demande pour une caution, les entreprises ne sont pas tenues de les payer en un seul coup. C'est pas un paiement, c'est un cautionnement en fait. D'accord. Ce n'est pas à débourser. Voilà, en fait, les gens, moi je me demande même si ceux qui ont convié la presse pour parler, s'ils maîtrisent bien le sujet, est-ce que c'est réellement des commissionnaires en douane agréés? C'est la question que je me pose. Parce que, en fait, jusqu'à présent, moi je n'ai pas vu le syndicat national des transitaires du Burkina Faso, en tout cas, reprocher quelque chose à l'administration douanière. Ça, c'est un. Je n'ai pas vu l'association professionnelle des transitaires et des commissionnaires en douane agréés, comme je l'ai cité tantôt, se plaindre. Les gens qui ont invité la presse, moi je me demande si c'est des gens qui ont du moins suivi une formation pour sortir comme commissionnaire en douane agréés et qu'ils ont effectivement l'agrément. Parce que s'ils ont suivi la formation et qu'ils ont l'agrément et malgré tout ils se comportent de la sorte, ça va nous étonner. Donc on se pose réellement des questions si c'est réellement des commissionnaires en douane agréés, du moins établis. D'accord, M. Tapsoba, jusqu'à ce jour, combien d'agences, combien de commissaires en douane agréés se sont conformés à cette donne-là? Voilà, vous me permettez effectivement de m'exprimer sur ça, parce que sur ce point bien précis, parce que j'ai vu, nous suivons aussi ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce qui se passe avec la presse. Ils ont dit que c'est une politique pour permettre à une poignée d'entreprises, de multinationales au détriment des nationaux, ce qui est faux. Regardez, quand nous avons suspendu les commissionnaires en douane agréés le 1er février, tenez-vous bien, le lendemain, 2 février, nous étions à une douzaine de commissionnaires en douane agréés qui étaient déjà en règle. Le 3, nous étions à 27. Le 4, nous étions à 30. Et le 5, nous étions à 33.
La liste est là. Nous avons publié la liste pour que les gens regardent. Il y a combien de multinationales qui ne sont pas là où ne travaillent pas des Burkinabés qui se sont accaparés de ce marché-là pour laisser les nationaux. C'est pas juste. En plus de cela, ils ont parlé du chômage et tout. Est-ce que les 5000 jeunes dont lui il parle, pour celui qui a parlé de 5000 jeunes, lui il est sûr que tous ces 5000 jeunes-là ont des maisons? Nous n'avons pas connaissance de 5000 maisons de transit au Burkina Faso. Mais il y en a combien? Parce qu'il parle de plus de 400, vous parlez d'une trentaine. Même si c'est autour de 400, parce qu'à un moment donné, il faut rappeler les gens à l'ordre. Et ceux qui ne respectent pas, puisque quand vous avez votre agrément, c'est clair et net, on vous avertit. Les dispositions sont claires. Si vous ne respectez pas vos engagements, on va vous suspendre. Si les 400 ne respectent pas, on va les suspendre toutes. D'accord. Maintenant, au fur et à mesure, il se pourrait que d'ici là, moi, regardez bien l'état que je viens de faire. Vous voyez que ça croît. Le nombre croît. Et nous sommes sûrs qu'à partir de la semaine prochaine, les gens sont en train de dispositions pour respecter la réglementation. Je suis certain que d'ici là, beaucoup de gens vont se conformer à la réglementation. Parce qu'il n'y a pas de raison que les institutions financières n'acceptent pas d'accompagner en tout cas les maisons qui sont dûment établies au Burkina Faso. Justement, à les lire aussi, ce qu'ils demandent, ce n'est pas forcément qu'ils ne sont pas d'avis pour payer cette caution. J'ai lu quelque part que c'est plutôt un plaidoyer à votre endroit pour qu'on puisse prolonger encore un ajustement. Est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir des ajustements par rapport à ce qu'il faut? Vous souriez, parce que vous savez que clairement, ça va être quand même un peu difficile. Regardez, le premier avis a été pris le 7 septembre. D'accord? Et il y avait un premier délai qui avait été donné pour novembre. C'est grâce à leur plaidoyer, soit 3 mois de plus, que l'administration a accepté de concéder. D'accord? Jusqu'au début février. Mais alors que la caution est annuelle, vous voulez qu'on aille jusqu'à quel mois pour que vous puissiez prendre une caution, un crédit d'enlèvement pour une année? Bon, il faut qu'on soit quand même réaliste, parce que je me dis que l'administration des douanes a déjà fait beaucoup de concessions. Tout ce que nous allons demander aux uns aux autres, c'est de travailler à respecter la réglementation. Au Burkina Faso, nous avons constaté qu'on est prêt à reprocher les choses aux autres, mais soi-même, on n'est pas prêt à respecter. Et ça, c'est très dangereux. Pour moi, chacun doit en tout cas respecter la loi, chacun doit effectivement travailler à faire en sorte que la loi soit appliquée à son niveau. Maintenant, si vous qui êtes censé faire des déclarations pour des opérateurs, vous n'êtes pas prêt pour respecter vos engagements, je ne sais pas quel exemple vous voulez donner aux autres. D'accord. Mais quand on écoutait aussi certains des détracteurs, les profondeurs de la décision, ils disent, mais au fond, quand on regarde, on nous parle d'argent, plus d'argent, pour que nous, les petits qui nous débrouillons, on ne puisse plus vraiment mener nos activités, parce que derrière, c'est encore la prime aux puissances, c'est la prime aux multinationales. Vous nous rassurez là-dessus? Non, je pense que ça aussi, c'est une mauvaise interprétation. Et je vais vous dire, ce n'est pas seulement dans le domaine de commissionnaire en droit agréé. Vous convenez avec moi qu'un jeune entrepreneur ne peut pas avoir de la liquidité comme ça pour travailler. Généralement, on négocie avec les institutions financières pour avoir un accompagnement. Alors, il y a plusieurs options qui s'offrent à eux. Pour ceux qui ont une formation, pour ceux qui ont un agrément, moi ça va m'étonner, qui sont dûment établis, que les institutions financières refusent de les accompagner. Pour ceux qui ne se sont pas fait former, qui n'ont pas d'agrément, moi je les invite à se faire former, à travailler avant leur agrément, et s'ils ne peuvent pas travailler seuls, ils peuvent en tout cas se soutenir. D'accord. Alors pour travailler ensemble. Troisième élément que je vais ajouter, la plupart des jeunes qui se plaignent travaillent déjà avec des maisons établies. Cela veut dire qu'il y aurait une réorganisation tout simplement à leur niveau pour travailler avec les maisons qui sont en règle. Parce que vous revenez chaque fois sur le terme formation, alors que Geoffroy l'a dit tantôt, un peu plus de 400 maisons agréées. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a des personnes qui ont eu ces agréments-là et qui n'ont pas été formées comme il se doit? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas sûr que ce sont ces gens-là qui ont appelé la presse. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Je pense qu'on a pu faire le tour de la question. Merci bien, Isaka Tapsoba, d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie parce que vous avez permis à l'administration des douanes de pouvoir s'exprimer sur ce sujet et de donner les bonnes informations. Je peux dire que depuis que nous avons publié les informations à travers notre page, beaucoup de gens, en tout cas, ont compris. Parce que dès les premières informations, les gens pensaient que non, on a demandé aux jeunes de se sacrifier pour envoyer 75 millions, ce qui n'est pas juste, comme je l'ai dit tantôt.
FAO. Donc, moi, j'invite les uns et les autres à respecter la réglementation. Chacun n'a qu'à travailler à respecter la réglementation. Pour ceux qui ne se sont pas encore fait former et qui ne comprennent pas, qui ne maîtrisent pas la réglementation et qui veulent s'exprimer là-dessus, je les invite aussi à se faire former, à respecter la réglementation. Du coup, de façon générale, nous remercions en tout cas True TV pour avoir invité l'administration des douanes à pouvoir en tout cas s'exprimer sur ce sujet qui est d'actualité. Et nous invitons in fine tous ceux qui travaillent avec l'administration des douanes à faire en sorte que s'ils ont besoin d'informations, pas seulement ceux qui travaillent, même tous les citoyens, ils n'ont qu'à approcher les services techniques, ils n'ont qu'à approcher l'administration des douanes pour avoir les informations qu'il faut. Au lieu de rester sous les cahiers CEDRA et autres, récolter les informations sans chercher à vérifier et distiller sur la place publique comme étant vrai alors que ce n'est pas vrai. Nous pouvons vous donner les informations véridiques, vérifiables. D'accord. Merci bien. Noté. Merci bien. Ça fait du plaisir à vous écouter, à éclairer notre lanterne. Merci beaucoup à vous. Je rappelle qu'il est le chef de service de la communication et des relations publiques de la Direction générale des douanes. Comme quoi, il faut aller à la source pour avoir les bonnes infos. Mais aussi, on va aussi, dans les émissions à venir aussi, essayer évidemment les avoir avec les associations formelles, des transitaires aussi. Pour avoir cette réaction. David Nana. Moi, je suis prêt pour un débat. D'accord. Ça, c'est bien dit. David Nana, on a deux actualités qu'on a voulu partager. Il y a la FAO. Et puis, il y a la question de l'OMC. Oui, vendredi, la FAO qui fait sortir ce communiqué pour dire qu'il y a une certaine hausse au niveau des indices prix sur le marché. Encore une fois de plus, coronavirus s'invite encore aux conséquences économiques mondiales. Donc la plupart des produits alimentaires, notamment les huiles, les céréales et puis aussi le sucre a vu donc une montée des prix. Donc ça tire un peu vers une certaine inflation. Bon, la FAO l'explique par un certain nombre de choses, notamment le resserrement des stocks au niveau par exemple des États-Unis en ce qui concerne le céréal. Et puis aussi on a les turbulences qui se vivent en Argentine où on a beaucoup de crises. Et ça peut expliquer cela aussi. Et puis ce qui m'étonne le plus aussi, c'est cette commande, cette énorme commande de la Chine qui commande jusqu'à 6 millions de tonnes rien que la semaine dernière. Donc ça vient encore, ça vient encore accroître encore la spéculation ou pas, c'est tout jamais. Et donc c'est dire aussi que le coronavirus s'invite à cela et l'huile aussi, ça va connaître aussi une hausse. Parce que je me suis intéressé à ce fait parce que vous vous souviendrez que la semaine dernière, nous-mêmes on est allé sur le terrain pour comprendre avec le ministère du Commerce pourquoi on observe une certaine hausse des prix. Bon, avec cette déclaration, ce communiqué de la FAO, je pense que ça vient un temps soit peut aussi expliquer aussi cette hausse générale du niveau des prix. D'accord. Et puis il y a l'OMC avec une Nigériane qui est sur la liste pour ce qui est de la direction générale. Bon pour l'Afrique, mais il y a eu quelques candidats qui ont dû être écartés, 7 appareils, je dirais. Ça. Effectivement, le petit-fils ou l'enfant du GATT, l'OMC, qui depuis 25 ans existe, ça va être une grande première parce que tout est fin prêt, je dirais, tout est possible. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir que ce soit une Africaine qui soit la patronne de l'OMC. Elle s'appelle Ngozi Okonjo-Iweala, ancienne ministre nigériane. Au départ, comme vous le disiez si bien, il y avait 8 candidats. Vous savez que l'année dernière, l'ancien directeur général est parti de façon anticipée. Le Roberto Azevedo qui est parti, donc le poste était vacant. 8 candidats au départ. Et puis jusqu'à vendredi, on avait deux candidats, une sud-coréenne et puis la nigériane. Et ce même vendredi, les autorités sud-coréennes qui font sortir un communiqué comme quoi ils se retiraient, n'est-ce pas, de la liste pour prétendre à ce poste de directeur général de l'OMC. Du coup, elle reste seule en lice, Ngozi Okonjo-Iweala, et ce sera vraiment une grande première depuis 25 ans que l'OMC existe, qu'on ait un Africain et même une femme à la tête de l'OMC. Et on l'espère, moi je l'attends beaucoup avec beaucoup de choses, il y a beaucoup d'espoir. Certaines langues ont vite fait de dire que c'est le gouvernement Biden qui a facilité cela en demandant tout simplement à la Corée du Sud de se retirer parce que vous savez, la Corée du Sud va avec le soutien, avec le parrainage, n'est-ce pas, des États-Unis pour la tête de cette organisation. C'est ce que j'allais dire. Et puis l'ancien Trump qui n'avait que fait du multilatéralisme avait soutenu fort bien cette candidature sud-coréenne-là et puis ça bloquait, alors que notre Nigériane, elle avait pu glaner quand même des votes et depuis on attendait l'alignement des États-Unis qui ne venait pas. Qui traînait. Et je pense que les élections de Biden, bon je ne sais pas, c'est pas encore confirmé, mais parce ça y a été pour beaucoup. La dame quand elle s'est retirée, j'ai un peu du mal à prononcer son nom, c'est pourquoi je ne le fais pas. Mais sinon, elle s'appelle Okonjo-Iweala. Non, elle c'est la Nigériane, je parle de la Sud-Coréenne. Elle c'est Yo Myung-hee. Voilà, donc c'est comme ça. Je ne vais pas m'y hasarder. Elle a dit que quand elle a fait sa déclaration, parce qu'il faut rappeler qu'elle est ministre aussi du
côté de son pays. Elle a dit que les États-Unis avaient pris acte du fait qu'elle se retirait de sa candidature, alors que quand on sait que c'est les États-Unis qui sont parrains, si on prend acte, il y a un certain cautionnement, on peut donc tirer des conclusions comme ça. Merci David Nana. On va fermer la page économie et on ouvre une autre page, c'est celle société. Et puis dans cette page société, nous allons aller au Mali avec une nouvelle façon de faire qui est en vogue. On parle de NAPI, Natural and Happy. Ce qui est mis en avant, c'est bien l'identité noire avec tout ce qu'il y a comme atout, des cheveux bien crépus. Aujourd'hui, avec ces femmes nouveaux cils ou fossiles, faux ongles, faux. Ce qui est donc défendu de le style NAPI, c'est le naturel. Et puis c'est notre reporter à Bamako, Bourema Soulou, qui s'est intéressé à la question avec notamment des personnes du domaine. C'est dans ce reportage. Dans ce salon situé en plein cœur de Bamako, les couleurs sont clairement affichées. La clientèle ici est un peu particulière avec en vogue le napi, une nouvelle tendance capillaire importée dans le pays par Maya Maïga, une ancienne immigrée malienne en France. L'idée m'est venue parce que j'ai trouvé qu'au Mali, il n'y avait pas un endroit, il y avait beaucoup d'endroits au Mali où on pouvait s'occuper de nos cheveux naturels. Car nos cheveux naturels ont besoin d'être entretenus et il y a des techniques pour ça. Ce n'est pas tout le monde qui sait s'occuper de nos cheveux naturels. Donc moi, je me suis occupée de mes cheveux. C'est une passion, j'ai appris à connaître mes cheveux. Je me suis renseignée là-dessus. C'est en fonction de ça que l'idée est venue de créer un salon pour les gens qui sont déjà naturels et puis pour encourager les jeunes filles qui veulent retourner au naturel. Napi, contracté de deux mots anglais, natural and happy, attire de plus en plus de Maliennes. Ici, toutes sont clientes régulières de Maya Maïga qui emploie une dizaine de coiffeuses. Rokiatou Kamara est devenue Napi à la suite d'une mauvaise expérience capillaire. Non, parce qu'en fait j'avais une expérience au début, j'avais mes cheveux qui étaient hyper longs, sauf qu'à chaque fois je défrisais. Et à la fin je me rendais compte que tout le temps ça se cassait. Donc au final j'avais tout coupé. Et du coup quand ça a repoussé, c'est devenu Napi et tout. Et je me suis dit en fait c'est mieux. C'est mieux parce qu'au début je pensais que c'était juste en défrisant qu'on pouvait bien s'occuper de nos cheveux, alors qu'en fait il y a plusieurs produits qu'on peut utiliser en étant napi. Et sincèrement les cheveux napi c'est mieux pour moi, c'est rare. C'est quelque chose qui fait la beauté de la femme. Comme Rokiatou Kamara, Dr Noumansana Fatoumata est napi depuis 6 ans. Et pour elle, c'est un choix qui permet de s'affirmer dans la plénitude de la femme africaine. Je me sens beaucoup plus authentique, je me sens moi-même, je me sens originale et je me sens surtout africaine. Et cette différence, je le vois quand je suis avec des Européennes, des Latinos. Je vois qu'on n'a pas les mêmes textures de cheveux. Ils ont des cheveux qui sont très jolis, il y en a qui sont lisses, il y en a qui ont les cheveux curly, ondulés. Et moi, je les ai frisés, crépus. Et j'adore, je me sens moi-même et je me sens authentique. Si beaucoup voient le napi comme une mode, une tendance, Maya Maïga pense le contraire. Elle appelle les Africaines à dépasser l'effet des modes. On essaie de revendiquer la beauté de la femme africaine, l'estime de soi, de garder nos cheveux naturels. C'est en quelque sorte ça. C'est pas seulement une mode. Pour rappel, le napi est un mouvement lancé dans les années 2000 par les afro-descendants aux États-Unis. Aujourd'hui, le mouvement a pratiquement atteint tous les pays africains. Un retour aux sources qui permet aux femmes de se réapproprier des techniques traditionnelles d'entretien des cheveux avant l'arrivée sur le continent des produits artificiels. À présent, après cette page société, la dernière pour ce JDS, journal du dimanche au soir, c'est la page sport. Et puis pour aborder cette page sport, j'ai avec moi un journaliste sportif, visage bien connu, Claude Rambard. Bonsoir et merci d'être avec nous. Oui, bonsoir Geoffroy, je suis très ravi d'être là. Un plaisir partagé. Et puis on a ce regard qu'on va jeter sur cette finale qui a commencé au cours de 19h. Nous on a pu regarder, moi en tout cas particulièrement que la première mi-temps, avant de monter sur ce plateau-là. Les Maliens et les Marocains qui s'affrontent. On va dire meilleure attaque, meilleure défense. En tout cas c'est des atouts bien différents qui ont croisé les crampons ce soir. Vous avez sûrement vu ce match-là. C'est fini maintenant hein? Je pense qu'il reste quelques minutes de la fin.
Maroc menait 2-0. Ouais. Je pense que ça semblait plié. Ça va être difficile, en tout cas, que le Mali puisse renverser la vapeur. Quoique, en football, tout est possible, mais là, ça va être difficile parce que les Marocains gèrent et puis ils sont taillés pour ça. Je pense que le Maroc mérite son titre. C'est la première nation à remporter 2 fois de suite. 2 fois de suite, tout à fait. Donc je pense que c'est une équipe qui mérite sa victoire. Elle est montée en puissance et ça se voit aujourd'hui avec une équipe complète. Je pense qu'ils ont monté beaucoup de solidarité. Ils ont joué en équipe, il n'y avait pas véritablement une vedette, même si Ayoub El Kaabi était annoncé comme la véritable star donc, de cette équipe parce qu'il a été meilleur buteur de l'édition passée. Il n'a pas beaucoup marqué, il a marqué d'ailleurs lors de cette finale, donc ça lui fait 3 buts, ce qui n'est pas mauvais pour un attaquant, même s'il a été surveillé comme du lait sur du feu. Du coup, ça a laissé la possibilité à Sofiane Raimi, le joueur du Raja de Casablanca, donc, de montrer tout son talent, l'ailier gauche de cette équipe-là qui aujourd'hui termine meilleur buteur. Je pense qu'il va terminer également meilleur joueur parce que tout au long de ce championnat d'Afrique des Nations, il a montré en tout cas une belle qualité technique, tactique, physique. Vraiment, c'est un jeune complet qui a été formé au Raja de Casablanca et aujourd'hui qui a même été appelé en équipe A du Maroc. C'est dire que c'est un garçon qui est en progression. Donc aujourd'hui, il a démontré en tout cas qu'il est un grand joueur. Donc pour moi aujourd'hui, la logique a été respectée. Quelques images aussi qu'on nous partage déjà de cette rencontre-là. Mais quand on regarde, je pense que les aigles locaux, vous regardez pour les 2 derniers matchs, c'était quoi Congo, Guinée, c'était ça? Oui. Les 2 derniers matchs, ils sont allés jusqu'au tir au but. On s'est dit que ils devraient quand même être un peu émoussés. Oui, je pense qu'ils sont gagnés par la fatigue, il faut le rappeler. Ils m'ont même surpris, je pense qu'ils sont quand même bien préparés. Ils ont fait 2 prolongations pour arriver en finale, donc 2 fois 120 minutes. Je pense qu'après, ça joue dans les jambes. On les a vus, on a vu Teni Ladragé à cette équipe marocaine en première période. Il a fallu les 15 dernières minutes pour voir la situation se décanter et puis Suba l'arrêter. Donc ça manque un peu de lucidité, on ne fait pas beaucoup attention parce qu'on est fatigué, il y a la charge, la fatigue qui se fait sentir en ce moment-là. Et donc les Marocains ont bien profité de la situation, 2 corners, 2 buts, et voilà, l'affaire est pliée. Et donc je pense que c'est ces petits détails qui montrent un peu le manque de lucidité de cette équipe-là qui, comme vous l'avez dit, ils ont joué et les quarts de finale et les demi-finales aux prolongations et évidemment ça s'est ressenti parce que le Maroc a peut-être été un peu plus frais que cette équipe malienne. Sinon, je pense qu'on croyait que le Maroc allait dominer de la tête et des épaules cette équipe malienne, mais non, mais on a vu véritablement une équipe malienne qui a quelque peu fait douter cette équipe marocaine. Donc je pense que c'est une finale comme on dit, à partir du moment où on arrive à une finale, ça change. Je pense qu'il n'y a plus de... C'est vrai, même sur le papier, il y a des favoris, mais ça se dessine sur le terrain et les Maliens ne voulaient rien lâcher. Malheureusement, la fatigue s'est fait sentir et puis ils ont flanché un peu dans les 15 dernières minutes. Et puis quand on parle du Mali, c'est pas la première finale aussi du Mali. Non, ils ont perdu une finale contre la République démocratique du Congo. Oui. Et aujourd'hui, ils se retrouvent encore à ce niveau de la compétition. Ils perdent encore une autre finale. C'est dommage. Pour cette équipe-là qui, quand même, a montré de belles... en tout cas, qui a montré de bonnes dispositions. C'était une équipe dans le groupe du Burkina Faso. C'est vrai que le premier match n'a pas été un match bien enlevé par l'équipe du Mali, même si ils ont réussi à gagner 1-0. Je pense qu'un but qui est venu véritablement de nulle part et mais ça leur a permis d'être en confiance et ça les a amenés aujourd'hui en finale. Je pense qu'ils ont géré. C'est une équipe qui a compté sur sa force, qui était un peu sa défense. Avec son gardien, un excellent gardien de but d'ailleurs, il faut le rappeler, Djigui Diarra, qui a les agilités véritablement d'un félin. Donc ça leur a permis évidemment de jouer en bloc et puis d'attendre. C'était pas une équipe qui était aussi efficace devant les buts. Ils ont encaissé qu'un seul but, c'est le deuxième. Aujourd'hui en finale ils encaissent 2 buts, ça fait 3 buts qu'ils ont encaissés. Ça montre un peu la solidité défensive de cette équipe là qui est d'abord leur force première, c'est leur atout principal. Donc ils ont compté un peu là-dessus et puis malheureusement, ça n'a pas payé au finish. Ils tombent encore pas encore, mais ils tombent une autre encore en finale. Cette fois-ci face au Maroc, qui, il faut le dire, méritait son titre. C'est la meilleure équipe du tournoi. Ils ont le meilleur joueur du tournoi. Je pense que ça va être Sofiane Raimi.
qui a véritablement survolé ce championnat d'Afrique. Donc, pour moi, tout est bien qui finit bien. Le Maroc mérite son titre. Le Mali qui était le dernier représentant, on dira comme ça, de notre sous-région. Hein. Et puis quand on regarde, 2009, c'était quoi? République démocratique du Congo. C'était en Côte d'Ivoire que ça s'était joué. La première édition. Vous prenez 2011, c'était le Soudan, non la Tunisie, parce que c'était au Soudan, ça avait été organisé. Vous prenez en 2014, c'est la Libye. C'était en Afrique du Sud. Vous prenez encore 2016, République démocratique du Congo. Et c'était au Rwanda que ça avait été fait. 2018, c'est le Maroc. Et c'est eux-mêmes qui organisaient. Et puis maintenant, cette fois-ci, on a le Maroc encore qui l'emporte au Cameroun. Quand on regarde très bien notre sous-région, on quitte bien vite. Bon, à part le Mali qui parvient au moins par 2 fois. C'est vrai qu'on ne remporte pas, mais bon, je pense que l'Afrique de l'Ouest est quand même comptée parmi les meilleures équipes. Maintenant, bon, vous savez, la vérité d'une compétition n'est pas forcément... parce que quand on va à une compétition, il y a d'autres réalités aussi qui viennent se mélanger à la chose. Dans tous les cas, comme c'est les championnats, comme c'est les équipes, le CHAN est réservé aux joueurs locaux, c'est-à-dire ceux qui jouent dans les championnats domestiques. Donc, c'est vrai qu'on s'attendait à ce que l'Afrique du Nord domine un peu ce CHAN-là, mais on a compris vite que c'est pas comme ça. Vous avez vu, la Libye s'est intercalée à un moment donné parce que, voilà, on va dire non, il y a la guerre là-bas et tout, mais ils ont un championnat et ça leur permet donc d'avoir une équipe compétitive parce que, voilà, c'est les joueurs qui évoluent à domicile. On sait également comment dans cette partie de l'Afrique ça se joue et à partir de ce moment donc ça donne cette configuration là, mais je pense que l'Afrique de l'Ouest aussi, peut-être que si on regarde les finales aussi, c'est pas mal. Si on va prendre le podium, le Mali aussi a réussi à se hisser 2 fois en finale et voilà, donc c'est pour dire on reste toujours à une marche. Voilà, on reste là. Maintenant il faut peut-être mieux s'organiser pour atteindre évidemment plus efficacement les objectifs. Parlons justement des performances burkinabées, notamment ce CHAN-là. Déçu, beaucoup de déceptions quand on regarde. On a été battu aussi par le Mali qui est arrivé en finale. Là. Oui, on peut dire qu'on peut avoir des regrets. Voilà, il faut avoir des regrets parce que bon, on savait que le Burkina aurait pu faire mieux. Malheureusement, on n'a pas su, on a manqué. Il faut dire non seulement d'expérience aussi en la matière, parce que quand tu regardes le Burkina jouer, c'est une équipe qui fait plaisir à jouer. En tout cas, les 2 derniers matchs, c'est une équipe qui faisait plaisir à jouer, enthousiaste et qui jouait. Maintenant, il y avait un peu de naïveté, parce que évidemment, dans ce genre de compétition, il y a aussi le facteur expérience aussi qui doit tourner. On voit que cette équipe du Burkina c'est pas l'équipe qui avait qualifié les étalons pour le CHAN, pratiquement remaniée. Je pense qu'il n'y a que 1 ou 2 rescapés qui sont restés. Donc c'est une nouvelle équipe qui est venue. Donc ça manque un peu d'expérience. C'est un peu le danger de cette compétition où bon, les joueurs veulent monnayer leur talent ailleurs et après, quand vous revenez, vous êtes obligé de reconstruire une équipe, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des Marocains où voilà, presque on sait que ceux qui y jouent sont là. Bon, c'est vrai qu'El Kaabi était parti du côté de la Chine, mais qui est revenu à cause du coronavirus et puis bon, qui joue ce championnat-là. Donc c'est une équipe un peu plus homogène. Mais on peut avoir beaucoup de regrets quand même, je pense, parce que bon, avec le championnat du Burkina qui a atteint un certain niveau, mais en même temps aussi, on comprend que ce n'est pas que le championnat du Burkina qui a évolué, mais c'est les différents championnats qui ont évolué. Parce que quand vous regardez la qualité du jeu offert dans ce CHAN-là, on est quand même séduit. C'est cela. On est séduit. C'est vrai que au début c'était un peu difficile, mais après la 3e journée, on s'est bien regardé dans ce CHAN-là. Il y avait de beaux gestes techniques, il y avait des buts, il y avait véritablement, quand on voyait les équipes jouer, bon, on voyait des équipes qui avaient véritablement envie de montrer quelque chose. Et puis bon, ça arrivait. Donc je pense que d'une manière générale, c'est le niveau du football africain qui est en train d'évoluer. C'est pas maintenant, comme vous l'avez dit, c'est vrai que le Burkina peut avoir des regrets parce que quand on regarde le championnat au quotidien ici, on se dit qu'il y avait de la place. Maintenant, comme on dit, comme je dis, faut pas jeter l'eau du bébé avec le bébé du moins. Il faut savoir raison garder et puis analyser la situation à froid pour prendre les bonnes décisions et évidemment permettre à notre équipe de rebondir parce que nous avons des jeunes qui sont assez valeureux. Déjà, juste après le CHAN, en tout cas après l'élimination des étalons, vous avez déjà 2 joueurs qui ont signé ailleurs. C'est dire que voilà, vous avez c'est clair aussi que Soumaïla Ouattara et Belem qui ont signé déjà.
Donc c'est dire que... Et puis ça montre la difficulté de pouvoir garder les meilleurs à la maison. Mais donc déjà, ça veut dire que si le Burkina doit jouer, dans cette équipe des étalons qui a fait sensation là, il faut enlever déjà Soumaïla Ouattara, il faut enlever Belem, petit à petit il faut enlever d'autres personnes, donc il faut reconstruire une nouvelle équipe. C'est aussi ça. Mais le principe même du CHAN, c'était aussi cela, servir de vitrine pour que ceux qui sont dans nos championnats domestiques puissent pouvoir s'exprimer et être vus et peut-être acheter. Maintenant, quand vous regardez, vous dites quelque chose qui est très intéressant. On a un football maghrébin qui, en tout cas, marque de son emprise sa domination sur ce championnat-là. Mais quand vous regardez, c'est les salaires aussi qu'il y a là-bas, c'est les moyens qui sont mis. Quand vous regardez, qui fait que vous avez on a nos joueurs même qui sont à la recherche d'une seconde vie footballistique qui s'en vont se chercher là-bas. Donc, à la fin, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas vraiment une grosse surprise. Et puis, je m'en voudrais de ne pas aborder un sujet pour terminer, parce que je parle des Burkinabés, puis je parle de la question des moyens tout à l'heure. Quand vous voyez la finale Maroc, ils se disent, bon, écoutez, où vous voulez nous loger, c'est loin de là où on va jouer la finale, nous, on va se loger, il n'y a pas de problème, on a les moyens pour ça, c'est pas un problème. Ils sont en finale et ils gagnent la finale. Nous, on revient, on a des maillots qu'on est en train de retirer à des joueurs. Ben oui, sur les réalités. On n'est pas sur la même, dans la même dimension. Tout à fait. Non, quand vous prenez une équipe comme le Maroc, aujourd'hui, ils sont dans une autre dimension. Il faut en termes d'organisation. Voilà, je pense que entre le Burkina Faso et le Maroc, voilà, je pense qu'il y a quand même un fossé aussi. Il faut le reconnaître. En termes de moyens et puis en termes aussi de lobbying, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une offensive diplomatique au niveau du football de façon extraordinaire. Vous avez vu les moyens qui sont là-bas, les infrastructures. Ils ont été candidats pour l'organisation de la Coupe du Monde 2003 pour 3 éditions de la Coupe du Monde qui sont passées à côté. C'est pour dire que sur ce côté-là, vraiment, on ne peut pas se comparer au Maroc. Maintenant, vous avez parlé des problèmes de moyens, ça c'est réel, parce que quand vous arrivez et que ça ne vous satisfait pas et que bon, les conditions ne sont pas remplies parce que vous voulez que votre équipe soit dans des conditions optimum, ben évidemment, il faut mettre les moyens. Voilà, donc on ne peut pas comparer. Maintenant, vous parlez des maillots qui ont été retirés et tout ça. C'est vrai, c'est dommage. C'est quand même dommage. C'est dommage, on a vu et tout. Et puis bon, je pense que c'est des images qui ne font pas honneur, mais ça pose également un autre problème. Voilà. C'est ça. Voilà, parce que le président de la fédération l'a dit sur les antennes d'une télé, il a dit qu'effectivement, il y avait d'abord les deux parties s'étaient entendues qu'on restitue les maillots d'entraînement, les bermudas, les sous-vêtements et autres. Ça veut dire que quelque part, on devait restituer cela. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a d'abord une entente là-dessus. Peut-être c'est la manière. Bon, mais c'est les pauvres gestionnaires. Voilà. Maintenant, ça pose un autre problème. Quand on demande de ramener ces équipements-là, ça pose un problème de matériel. C'est cela. Voilà. Est-ce qu'on a suffisamment de matériel? Parce que regardez, tout de suite, les étalons, on a eu les étalons A', on a eu les étalons juniors qui sont allés du côté donc, de l'UFOA, les étalons cadets qui sont allés du côté de l'UFOA, les étalons cadets qui vont aller à la CAN, enfin les étalons U20 qui vont aller du moins à la CAN. Ils sont déjà au Maroc et donc c'est pour dire que évidemment il y a on va conclure avec cela. Et il faut régler cela. Je pense que voilà. Sujet passionnant. Dans tous les cas, demain lundi, il y aura encore ce décryptage pour ce qui est de ce CHAN-là avec Assami Thiemtouré. Ceci dit, c'est la fin de ce JDS journal du dimanche au soir que j'ai pris plaisir à présenter. Merci bien encore une fois Claude Roma. Et puis je prends congé de vous d'ici dimanche prochain. Portez-vous bien.